Deuxième séquence, les jardiniers du futur. J'invite Gilles Zameau à venir me rejoindre. Monsieur Zameau, vous êtes le bienvenu. Mettez-vous au pupitre, vous serez plus à l'aise. Mettez-vous au pupitre, vous serez plus à l'aise. Oui. Hein? Bon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé à Cerisy en 2012? Alors, je vais vous raconter ça, mais peut-être qu'on pourra permettre à quelques-uns des jardiniers du futur de monter sur scène avec moi et de s'installer. Comme c'est un travail collectif, je vous remercie. Oui. Alors d'abord, qui êtes-vous? Bon, alors moi je suis étudiant à l'école du... Non, attendez, je ne parlais pas de vous. D'accord. Je parlais d'eux. Prenez le micro, présentez-vous. Bonjour. Moi, c'est Safia Taouji. J'ai participé au Jardiniers du Futur donc l'été dernier à Cerisy. Et donc, je suis en Master 2. J'ai fait un Master 2 de recherche en histoire. Et après, cette année, je suis en Master 2 ingénierie de projets culturels et interculturels. Voilà. Merci. Et vous? Donc moi, je m'appelle Suzanne Ferré. Je sors de BTS aménagement paysager à l'école du Breuil que je viens de passer. Et j'attends les résultats. Oui. Vous avez d'autres micros, hein, parce que si vous tirez toujours sur le même, il va y avoir un problème de fil. Oui. Bonjour, donc Romain Rioux, je suis en dernière année à l'école du paysage Georget. Bonjour, Léa Havard, je suis en deuxième année de doctorat en droit public. Bonjour, Justine Andrieux, moi je suis designer et je suis diplômée de l'ENSI, qui est l'École nationale supérieure de création industrielle. Et vous, Gilles? Je suis étudiant à l'école du paysage de Versailles-Marseille, sur le site marseillais. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé à Cerisy? Pourquoi est-ce que vous êtes des jardiniers du futur? Alors, je vais vous expliquer. En fait, je vais vous présenter non pas tout à fait un projet, mais un questionnement qui s'est construit effectivement à Cerisy lors du colloque La décade de l'été passé qui avait comme thématique le renouveau du jardin, clé pour un monde durable. Alors, lors de cet événement, nous avons été invités par le Centre culturel international de Cerisy, Edith Ergon, Sophie de Payette, Sylvain Allemand et Valor. Nous étions 12 étudiants et on nous a conviés à assister à toutes les interventions d'éminents personnages et de jardiniers, amateurs, professionnels, de critiques, de journalistes, d'historiens, de sociologues. Et à la fin de ces rencontres, de proposer un jardin utopique. Voilà. Ce que nous avons tenté de faire. Donc nous ne sommes pas ici pour parler de cyborg ou de plantes hologrammes comme le jardinier du futur, le nom de jardinier du futur pour l'évoquer. Ça, c'est un surnom qu'on nous a donné pendant ces rencontres. Nous sommes donc 12 étudiants venus d'horizons différents, comme vous avez pu le constater, et notamment certains qui étaient, on ne peut pas parler de néophytes en termes de jardin parce qu'on n'est jamais néophyte, mais qui n'avaient pas une vision de paysagiste ou d'urbaniste. Donc du coup, ça a été d'autant plus ouvert comme discussion. Notre stratégie pour construire ce récit utopique, ça a été donc d'assister aux rencontres, d'analyser ce qui se disait. Tout cela va prendre la forme d'un texte qui sera publié lors de la publication des heures de ce colloque à Cerisy, qui est avec beaucoup de concepts et beaucoup de théories, donc je ne peux pas vous exposer tout ça. On peut dire qu'on a eu besoin quand même de trier dans toutes ces formes de jardin qu'on nous présentait et d'idées, d'innovation dans le domaine du jardin. Donc on a classé les choses un petit peu, par exemple en triptyque, le triptyque du jardin à plusieurs échelles, l'individu, la collectivité, la planète, le social, l'économique et l'environnemental, donc c'est des choses assez classiques. Le jardin aussi comme lieu de refuge, de résistance et de création. Il y a 7 mots-clés qui nous ont beaucoup guidés, dans lesquels nous avons classé toutes ces thématiques. Par exemple, l'idée de ressenti. Je donne des exemples, le jardin comme havre de paix, comme le mot de sensibilité, d'évasion, de sécurité, de transcendance. Pour l'individu, le jardin est le reflet de soi, l'épanouissement, la reconnaissance, le bien-être, etc. Les autres mots-clés étant vivant, solidaire, partagé, utilitaire et innovant. Même si on ne nous avait pas invités à faire ce jardin utopique et à se présenter comme des jardiniers du futur, le thème du jardin a quand même abordé souvent la question des futurs possibles et souhaitables, question inhérente à la prospective du présent.
c'est-à-dire que c'est déjà un thème qui est présent dans le jardin actuellement, qui est vraiment un lieu d'innovation. Nous avons conçu, même ceux qui l'avaient un peu oublié, que le jardin, c'est clairement aujourd'hui un lieu et un outil de réconciliation entre les paradoxes et les oppositions de notre société moderne. L'individu et la collectivité s'y retrouvent, l'homme et la nature bien évidemment, peut-être aussi la cité, sa périphérie, la ville et la campagne. Un lieu de paradoxe donc qui est devenu un centre pour nous, le centre de notre exercice, mais il s'est plié à l'utopie très facilement. Donc avant tout, le jardin utopique que nous allons présenter, si nous l'avons conçu comme une cornue où se mêlaient tous ces concepts, a été aussi le produit de nos envies individuelles mises en commun. Voilà. Je voudrais vous demander pardon parce qu'on avait prévu des panneaux, qu'on a eu beaucoup de mal, on a eu beaucoup de problèmes techniques, donc ils seront peut-être exposés durant l'après-midi au rez-de-chaussée. Ils vont être présentés ici, voilà, pour que vous ayez une petite idée. Ce travail a été illustré et donc je vous invite après à aller voir un petit peu ces illustrations. Pour l'instant, je vais vous le présenter rapidement, ce jardin utopique sous forme de récit. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé, sans illustration. Donc, déjà, il faut savoir que ce jardin utopique, brièvement, a été créé dans un jardin déjà, au château de Cerisy. C'est-à-dire que, quelque part, il a été dessiné entre les terrasses du château, le moulin et sa cascade, et dans des prés verdoyants, près d'un platane multicentenaire et remarquable. Il est donc évident que notre jardin utopique s'est fortement inspiré de ce lieu généreux et verdoyant. Alors ce jardin, ce n'est pas un simple jardin, il a pris la forme, enfin c'est une échelle qui s'est imposée à nous au fur et à mesure des discussions, il a pris la forme d'une cité jardinée, avec son terroir, avec ses espaces naturels, donc il a dépassé le zonage de l'enclos pour voilà, mêler tous ces espaces. Cette ville jardinée se nomme donc, alors elle se nomme, excusez-moi, Rogalflossé Gisayo Julesuma, c'est nos initiales. Si attendez, vous pouvez me répéter ça? Alors, je vais essayer. Oui. Bon. Alors, il s'agit de Rogalflossé, Gisayo, Julesuma. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont nos initiales. Voilà. C'est le début de nos prénoms respectifs. Voilà. Donc, je vais vous donner l'occasion de la visiter, cette cité. Si vous la visitez, vous commencerez par le nord de la ville. Et vous y verrez un grand fleuve qui sinue lentement à travers la campagne et se divise en plusieurs branches. La première, c'est un canal qui va arroser évidemment les terres nourricières qui sont un jardin à l'échelle de la ville. Donc un paysage de bocage avec des ripisylves, des canaux et des fermes et des lieux de culture. La deuxième branche de cette eau, puisqu'il s'agit toujours de la dynamique de l'eau, va entrer dans la ville sous la forme de canaux urbains pour le coup, et aider l'urbaniste à dessiner cette ville. Elle va aussi aider par la suite le jardinier. Donc cette eau va avoir des formes variées, et elle va dessiner les quartiers, les promenades, et nourrir aussi la ville en énergie, puisque c'est une ville durable. En outre, le fleuve lui-même pénètre dans la cité. Alors, ces berges sont sur une grande partie aménagées en promenade, en quais habités et en jardin de quartier irrigués sur des terres limoneuses fertiles. Il est aussi jouxté d'habitations. Celles-ci, bien évidemment, ont une forme particulière. Elles trempent une succession de norias et de roues à aubes de toutes formes dans le fleuve, créant ainsi une partie de leur énergie domestique. Ces norias serviront aussi à arroser les jardins, des toits, mais aussi des jardins de pluie situés à l'étage et sous forme de loggia, qui sont des jardins humides auxquels le particulier peut avoir accès pour son bien-être. Alors, tout ce que je vous présente là, bien évidemment, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est du domaine du récit imaginatif utopique, donc on s'est donné toute la liberté, la latitude pour inventer. L'eau circule dans la ville à différentes vitesses, comme tout est à différentes vitesses dans cette ville. Ce n'est pas une ville rapide, mais ceci, en fonction de son utilisation de cette eau, il y a notamment des couloirs rapides, pour le coup, destinés à accueillir des sportifs qui seront en pédalib, l'équivalent du vélib, c'est-à-dire des pédalos en libre service. Cette eau accompagne aussi, bien évidemment, les formes végétales de cette ville jardinée. Donc, pour faire bref,
C'est le jardin qui constitue la particularité de cette ville. Le jardin, les dynamiques végétales différentes qui ont plusieurs formes, et même si ça reste une cité constituée de béton, de verre, de fer, et qui est fragmentée parce qu'elle a une histoire, cette forme de jardin va unifier tout ça en quelque sorte. Donc pour ceux qui habitent cette cité, l'acte de jardiner est devenu d'intérêt collectif. Alors, il permet à la fois l'épanouissement personnel du citoyen à son échelle, mais aussi le bon vivre en collectivité. C'est un geste d'émancipation et de partage, le fait de jardiner. Si vous visitez cette cité un samedi, vous verrez des barges descendre le fleuve et aller jusqu'à une île centrale pour rejoindre le marché aux plantes, qui est vraiment l'événement hebdomadaire de cette cité, où en échange, on troque des plantes, des graines. On peut aussi acheter à prix fort des plantes de collection. On trouvera aussi là une bibliothèque qui distribue des livres et des semences gratuitement, ainsi que des outils, bien évidemment. On y trouve aussi de la terre. Des barges arrivent avec de la terre élaborée, certainement par les agriculteurs, qui sera ensuite amenée au pied des immeubles et hissée sur les toits ou aux étages, ou bien dans les pots de fleurs. Donc bien sûr, chacun vit cette ville à sa manière. Ce n'est pas une dystopie, c'est chacun son rythme. Vous verrez par exemple le garde-jardin orgueilleux et joufflu, distribuant des conseils avisés aux citoyens et les mettant en garde contre l'arrivée de tel ou tel parasite. Vous verrez aussi l'homme d'affaires pressé, se perdant au détour d'une rue dans un jardin luxuriant et qui retiendra son pas quelque temps. Pour l'agriculteur, qui est en périphérie, la ville reste la ville. Mais le citoyen, lui, commence à se sentir autre chose qu'un simple fils du béton, quelque part. Vous assisterez donc quand même à quelques engueulades, à quelques problèmes, puisque c'est quand même dans l'esprit jardinier d'être toujours en concurrence et jaloux du jardin d'à côté, forcément, et puis c'est une ville animée, après tout. Si vous vous sentez trop sollicité, cependant, sachez qu'il y a à votre disposition des espaces de méditation qui sont des jardins clos, minimalistes, dans lesquels vous pourrez à un moment arrêter le temps. Si vous souhaitez apprendre aussi le jardinage, vous trouverez dans les jardins partagés toutes les générations croisées qui vous apprendront à jardiner. Au milieu de cette ville, au détour des grands étangs, il faut savoir aussi qu'au bout des canaux, il y a aussi notre forme naturelle, ce sont les sanctuaires naturels. Alors, sanctuaire, bien évidemment, ça fait peur, mais en termes de sanctuaire, ces citoyens conçoivent des espaces naturels gérés et accompagnés au minimum. Pourquoi ? Parce que pour eux, il s'agit d'une ressource permanente, à portée de main, et surtout, je pense que dans l'inconscient collectif de ces habitants, il est important d'avoir ces espaces naturels, parce que tant que ces espaces naturels sont en bonne santé, les habitants sont confiants dans leur économie et leur collectivité. C'est aussi des lieux où se réunissent les citoyens pour les festivités lors des solstices, forcément. Pour terminer, pour être plus bref, parce que ça pourrait continuer à l'infini, cette ville, il est évident qu'elle a été créée en temps de crise. Si on y réfléchit bien, qu'on regarde son histoire, elle a été créée dans un moment où se délitaient les relations sociales, l'économie, le rapport à l'environnement, et les habitants ont bien été obligés de mettre leurs efforts en commun pour reconstruire un système de société nouveau. Voilà. À la fin du jour, lorsque l'allumeur de lampes luciolaires sort avec ses éprouvettes en bandoulière, vous pourrez vous rendre au sud de la ville, là où l'eau revient dans la nature, là où elle est récupérée dans un paysage particulier, complètement artificiel, qui se compose de bassins, de marais, de landes, où elle va être épurée par phytorémédiation. Vous pourrez vous y promener et au coucher du soleil, vous pourrez voir miroiter au fond de ces landes qu'on appelait les landes épuratoires, les méandres de cette eau qui est passée par la ville et qui rejoint son cours libre. Voilà, simplement pour terminer, nous avons eu la chance de raisonner et de rêver sur ce thème du jardin. On nous a donné cette chance et on a conclu quand même que le jardin, il se définit par l'intérêt propre de chaque personne. Et pour nous, ça s'est arrêté là, mais ça continue par cet effort de l'utopie. Cet exercice, je le répète, nous a fait prendre conscience de l'intérêt aujourd'hui de l'outil qu'est le jardin sous toutes ses formes. Et comme nous sommes effectivement en temps de crise et que toutes les expériences sont tentées, on l'a vu lors de ces rencontres, le nôtre, on l'a vu aussi à Cerisy à l'époque, les idées sont déjà là en fait. L'utopie nous a servi simplement à créer un lien entre ces idées existantes et à produire ce jardin. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Samo.
Bon, alors vous nous donnez évidemment envie de lire ce récit. Où pourrons-nous le découvrir? Alors, le récit lui-même sera publié dans les heures du colloque de Cerisy. C'est une publication qui est en cours, donc il faut voir ça avec Éditeur Gon en ce moment, Sylvain Allemand et Sophie de Payette, je pense. D'accord. C'est une question que je vous pose à tous, là. Quand vous lisez maintenant ce texte, non plus en qualité d'auteur, mais comme lecteur un petit peu extérieur à ce que vous avez fait, en filigrane, à quelles inquiétudes ou à quel espoir répond le dessin de cette ville et de ce jardin, à votre avis? Qui souhaite répondre? Qu'est-ce que vous avez exprimé en termes d'inquiétude ou en termes d'espoir en décrivant la ville et son jardin utopique? Mademoiselle, prenez le micro. Pour ma part, je pense que chaque inquiétude porte un espoir. Du coup, ça a exprimé les inquiétudes d'aujourd'hui. Nous, en tant que... vraiment, je pense que c'est vraiment surtout la dégradation des liens entre Est-ce que vous personnes. pouvez parler un petit peu lentement? Oui, bien sûr. Voilà, comme Je ça, vais essayer. on entendra Excusez-moi. mieux. Oui, donc je disais que je pense que la première inquiétude, c'était surtout celle du fait de ne plus prendre conscience de ce qu'il y avait d'extérieur à nous, en fait. Donc, que ça soit des personnes, mais aussi notre environnement. Donc, l'inquiétude était surtout là pour moi, et je pense pour la plupart. Et du coup, l'inquiétude est aussi un espoir, parce qu'on voit aujourd'hui, justement, que, comme l'a dit Gilles, plein de choses, toutes les idées sont déjà là. Et donc, en ce sens, il n'y a plus qu'à, en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est une utopie pour demain, un demain à devenir. Voilà. Autre inquiétude, autre espoir? Gilles? Ces inquiétudes, c'est, comme on l'a dit, ces inquiétudes effectivement de temps de crise, mais l'espoir, c'est vraiment, enfin en tout cas du point de vue personnel, de pouvoir par le biais du jardin, de pouvoir par le biais de la rencontre et par le biais d'un autre rapport à la nature, retrouver une sorte de salubrité, une hygiène de vie collective et personnelle. Ça, c'est des espoirs. Enfin, c'est vraiment le jardin, c'est un lieu d'espoir. Oui. Par exemple, en France, il y a des grands marqueurs culturels. Bon, par exemple, le vin. Il y a une culture du vin en France. Il y a une culture de la gastronomie. Il y a une culture de la mode. C'est-à-dire, ce sont des sujets sur lesquels, évidemment, on a toujours quelque chose à dire, toujours un commentaire à faire avec son voisin, ses amis, ceux qu'on rencontre. À votre avis, est-ce qu'il y a une culture du jardin suffisamment forte dans notre pays pour que cette adhésion collective se fasse aussi intensément que vous souhaitez l'avoir dans ce jardin d'utopie? Oui, on a une culture du jardin, on dénigre parfois trop souvent aussi cette culture, et les gens qui la pratiquent au quotidien aussi au niveau professionnel, et il y a quelque chose à apprendre ensemble, oui, mais le terreau est déjà là, ouais, je pense que c'est... Mesdames et messieurs, nous remercions Gilles Zamot et l'ensemble des jardiniers du futur. Merci. Est-ce que je peux... J'aimerais juste remercier à nouveau ceux qui nous ont invités à Cerisy, c'est-à-dire Éditeur Gon, Sylvain Allemand, Sophie de Payette, pour nous avoir beaucoup aidés, et aussi Valor. Voilà, merci pour beaucoup. merci Merci pour leur soutien.